Bienvenue dans ce numéro de votre émission Apprendre à vivre sur RTV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission le docteur Alain Toledano. Bonjour docteur. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir et pour discuter de santé et de votre approche sur cette question qui est la question de la santé. Vous êtes cancérologue et vous êtes fondateur de l'Institut Raphaël qui se trouve à Levallois. Alors, je vais être très simple aussi, mais je voudrais que vous me disiez aujourd'hui où en est d'abord la cancérologie. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le cancer pour les gens qui ne savent pas? Et c'est vrai que le cancer, c'est un mot qui fait peur. Le cancer en France, c'est 480 000 personnes chaque année. Alors on en guérit la plupart, mais malheureusement, il y a encore 150 000 décès par an. Les cancers, pour 40% d'entre eux, sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, le surpoids, la sédentarité. Et le cancer se traite médicalement. C'est une maladie qui se traite par de la chirurgie pour enlever le cancer. Par des médicaments comme les chimiothérapies. Beaucoup en ont peur, mais il y a tout un tas de médicaments tout à fait nouveaux. Et par ce qu'on appelle la radiothérapie, c'est des rayons. Le cancer, c'est quoi? C'est que les cellules du corps, elles sont capables de se réparer quand on se coupe. Les cellules se réparent, elles savent le faire. Mais parfois, il y a un bug, et elles se renouvellent de façon anarchique. Et ça, c'est le cancer. Et donc, notre objectif, c'est d'éviter que les maladies ne grossissent localement, ou n'aillent se loger ailleurs. C'est tout le travail des cancérologues. Est-ce que c'est vrai, vous avez commencé à dire que c'est un mot qui fait peur. Et on entend que depuis 10-15 ans, d'immenses progrès ont été réalisés pour accompagner justement les malades. C'est vrai? Alors bien sûr, je vous donne un exemple très intelligent de traitement qui a révolutionné le cancer. Quand le cancer est dans votre organisme, en théorie, il devrait être reconnu par votre corps, par des petits soldats qui sont dans votre corps, qui s'appellent les globules blancs, ou encore les lymphocytes. Et au lieu de ça, le cancer, quand il rentre dans l'organisme, il crache un espèce de gaz soporifique. Il endort les lymphocytes. Alors nous, on a découvert des mécanismes par lesquels les cellules cancéreuses et les lymphocytes se parlent. On les coupe, et ça s'appelle l'immunothérapie. Et donc on réactive l'immunité contre son propre cancer. C'est ce qui fait qu'on va avoir des traitements souvent efficaces, qui vont avoir d'autres effets secondaires, qui feront pas tomber les cheveux. Donc on avance dans la recherche, on avance dans les médicaments, on a des robots qui opèrent, on a des rayons qui ont une précision au millimètre. Ça reste une maladie qui fait peur, oui. Mais la médecine avance. La médecine avance. Et on guérit beaucoup plus de gens qu'on ne pouvait en guérir avant. Ah oui, aujourd'hui par exemple, quand une femme est diagnostiquée d'un cancer du sein à un stade précoce, en 95% des cas à 10 ans, elle est complètement guérie. Donc c'est pour ça qu'on doit citer au dépistage, et c'est pour ça qu'on est en train d'apprendre à mieux connaître chacune des maladies, parce que finalement, il y a plein de maladies différentes. Ouais. Et on parle aussi de plus en plus, on entend parler de thérapie ciblée. Oui, au lieu d'aller bombarder une cellule, et d'aller détruire la cellule, mais il ne faut pas détruire l'individu à l'intérieur duquel elle existe, cette cellule. On a découvert à la surface des cellules pour lesquelles on a des clés. Donc ça s'appelle des thérapies ciblées, c'est des traitements ciblés. On va donner souvent en comprimé, avec des perfusions, mais quasiment avec peu d'effets secondaires. Et donc on est plus intelligent dans notre approche. Ouais, c'est ça. Parce qu'on connaît mieux l'ennemi cancer. Et à l'Institut Raphaël, qui se trouve donc à Levallois, dans les Hauts-de-Seine, vous accompagnez des personnes malades du cancer pour les amener vers la guérison, des personnes qui étaient atteintes du cancer. Qu'est-ce que vous faites? Que les patients se sentaient des numéros. Ça, c'est ce qu'on a remarqué. Le patient, il est pris en charge, même s'il a la sécurité sociale, le système est solidaire, tout est remboursé. Le patient ne se sent pas très bien, parce qu'il a l'impression qu'on lui parle comme on parle à son voisin. Et en fait, il ne se sent pas dans sa singularité pris en charge. Donc on a considéré que la fragilité, la rupture psychosociale, tout ça, tout ce qui va être dérangeant pour le patient, pour sa famille, était insuffisamment pris en compte.
par le système actuel. Pourtant, vous le savez, en France, la santé, c'est 260 milliards d'euros, 11% du produit intérieur brut. Malgré tout ça, les gens sont mécontents, les patients, et souvent à juste titre, et les thérapeutes. Il y a des tensions financières, des rigidités administratives. Donc nous, on s'est dit, on ne peut pas continuer à exercer uniquement à traiter la maladie, et notre objectif, c'est de passer d'une médecine qui est centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors on cherchait comment faire pour accompagner au mieux les gens. Et donc on a fabriqué le projet Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et l'Institut Raphaël est un endroit où vont cohabiter des médecins et des acteurs de soins paramédicaux, sexologues, sophrologues, nutritionnistes, psychologues, acupuncteurs, ostéopathes. Il y a 80 soignants de 30 disciplines. Et en fait, avec chaque patient, ou les aidants, bien sûr, on va co-construire un parcours d'accompagnement qui est coordonné, qui va être orienté vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. Et donc, on va offrir gratuitement ces parcours aux patients et on va les évaluer pour montrer qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de leur maladie. Alors, vous dites beaucoup de choses là, docteur Alain Toledano. Il y a un mot quand même là qui est intéressant, c'est le mot gratuitement. Quand on entend les services que vous proposez, ceux qui nous écoutent pourraient se dire tiens, mais ça c'est réservé pour une certaine catégorie de la population, on dit catégorie aisée bien évidemment, et vous dites que c'est gratuit. C'est assez surprenant. Parce qu'on veut montrer l'impact de ce système. Alors il faut qu'on puisse arriver à être en condition de le faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a 400 millions de consultations médicales en France chaque année. 50, tout confondu. Tout confondu. Et 50% des consultations, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Eh bien, les médecins, on l'a montré, en général, ils coupent la parole au patient au bout de 23 secondes. Alors qu'il faut au moins 90 secondes pour exprimer une émotion primaire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en France? On prescrit des médicaments. 9 fois sur 10. Alors que nos pays voisins, comme les Pays-Bas, ils sont à 40% de prescription de médicaments. Ils ne meurent pas plus tôt. Et nous, ce qu'on fait en France, c'est qu'on jette une boîte sur 2 à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Alors, ce qu'on pense, c'est que le système solidaire, il devrait être autour du patient et s'occuper de lui, et ne pas être uniquement autour de la maladie et financer le médicament. Donc, on fait la promotion de tout ce qui est intervention thérapeutique non médicamenteuse. C'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner chacun. Alors, en plus, je vous raconte cette histoire qui nous a fait un peu construire l'Institut. C'est une dame de 88 ans qui faisait des gâteaux pour les pauvres. Tout le monde l'aimait dans son quartier. Et un jour, elle a le cancer du sein et elle dit « Je veux pas que vous me traitiez, j'ai bien vécu. » Et donc, je reçois plusieurs coups de fil, il faut que tu vois cette dame. Je dis « Avec plaisir, je me mets à votre disposition. » Il se trouve que ma grand-mère a eu 12 enfants et au Maroc, elle aidait les femmes à accoucher. Et quand cette femme a appris que ma grand-mère, c'était ma grand-mère, elle a dit « Je vous laisse me traiter. » Et la France est un pays formidable, parce qu'avec une petite carte verte, tout est pris en charge. L'IRM, la chirurgie, la radiothérapie, tout. Ça coûte quand même 30 000 euros, ce traitement. Eh bien, à la fin du traitement, elle a plus de maladie, mais elle sort plus de chez elle. Elle fait plus de gâteaux. Et là, à l'époque, on n'avait pas l'Institut Raphaël. J'envoie une équipe chez elle avec une kiné, une psychologue, une esthéticienne. Je leur ai dit, vous allez tous les jours, vous m'envoyez des factures, je veux qu'elle sorte de chez elle. En moins d'un mois, pour tout vous dire, moins de 1 000 euros, elle sort de chez elle, elle refait les gâteaux. Et en fait, c'est quoi cette histoire? C'est qu'on fait l'effort à 30, on ne fait pas l'effort à 1. À 30, on paye tous les brevets de la planète et on tue les gens socialement. Donc sur le plan médico-économique, c'est un non-sens de ne pas s'occuper des gens et de s'occuper de la maladie. Aujourd'hui, quand quelqu'un se dit « Est-ce que je suis guéri ?» mais c'est quoi guérir? C'est un état de retour complet, un bien-être physique, certainement, mais aussi mental et social. Et cet accompagnement, il convient de le faire jusqu'au bout pour que les gens se sentent bien dans leur peau et récupèrent leur vie. Je lisais dans un article paru sur le site de l'OMS que être en bonne santé ne signifiait pas simplement ne pas être malade. C'est un peu
Exactement. Si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu te sens en bonne santé? Ben, c'est quoi être en bonne santé? Est-ce que c'est l'absence de maladie, être en bonne santé? Est-ce que c'est que tes organes sont silencieux? Donc, ça se compose aussi de la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale. Donc, il y a une approche en santé globale. On va donner du temps au patient, parce que le temps, c'est de la qualité. Il n'y a pas que les médicaments. Et on va intégrer plusieurs expertises. Et donc, l'intégration de ces dimensions, de ces expertises, c'est un mot dur, mais ça s'appelle la santé intégrative. Nous, on pense. Il y a 20 millions de Français qui ont des maladies chroniques, mais partout dans le monde. Insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, diabète, endométriose, enfin on peut en citer plusieurs, maladie du tube digestif. Tous ces patients souffrent, et ainsi que leurs familles. Et on ne peut pas répondre uniquement avec des médicaments. C'est cette approche globale qui est importante pour retrouver ces équilibres de vie. Donc, une bonne psychologie, un bon entourage, qui ne cesse de se construire pour ramener la personne malade, pour l'amener ou la ramener vers une activité sociale tout à fait honorable, voire même dynamique, aide le patient ou la patiente à être en bonne santé, justement. Exactement. On peut citer Voltaire qui disait « L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. » Bon, alors, ça fait quelques siècles. On a fait des progrès sur le plan technique. On sait bien qu'il n'y a pas que la technologie, même si on en a besoin, on a progressé, on a gagné en espérance de vie, on guérit les maladies qu'on ne guérissait pas avant. On vive la médecine technique. Et la médecine, en voulant se détacher de la superstition et de la religion, a mis de côté l'humain et le spirituel. Or, la santé spirituelle, c'est fondamental lorsqu'on a une maladie chronique. Pour déléguer à un tiers ses peurs, mais bien sûr qu'on a besoin d'humanité. Et l'humanité, c'est pas autour d'un ordonnancier et d'un médicament. Il va falloir rentrer dans la vie de l'autre. Ses croyances, très important, ses perceptions. Si on veut que la personne se sente bien et qu'elle ne soit pas prisonnière de ses peurs, alors il faut faire ce travail de fond. Et si c'est pas le médecin qui le fait, c'est une équipe. Le médecin, il fait partie d'une équipe. Donc il est un des éléments moteurs, mais pas que. Donc le patient, il a besoin de tout. Quand une dame, elle ne sait pas le dire à ses enfants, elle meurt de ne pas le dire. Il faut l'aider. Il ne faut pas juste lui donner des médicaments pour combattre son cancer. Donc il est temps d'arriver à recentrer autour des patients le système médical et la médecine. Et la santé ne doit pas être accaparée que par la médecine technologique, encore une fois, bien qu'il faille la développer. Il faut que sur le plan culturel, sur le plan humaniste, sur le plan spirituel, on arrive à développer une approche au plus proche de la vie de chacun. Mais ne pensez-vous pas que justement, alors vous parliez de culture et de spiritualité, que ce monde ultra moderne, au-dessus, ne voulant fabriquer que, finalement que des individus se suffisant à eux-mêmes, parce que j'ai mon boulot, parce que nos rues sont, il y a de l'électricité partout, il fait jour même quand il fait nuit, et finalement, voilà, je suis quelqu'un dans la grande ville, avec plein d'autres gens, eux aussi seuls dans la grande ville. Pensez-vous pas que couper l'individu de tout cet héritage, c'est aussi l'affaiblir et le rendre plus propice finalement à la maladie? Oui, bien sûr. Je vais vous donner un exemple, et après on en discute. On prend deux petites souris, des souris jumelles. C'est en laboratoire, hein, vous m'excuserez. On leur met un cancer de même, dans ces deux petites souris jumelles. Une d'entre elles, elle vit seule dans un coin. L'autre, elle vit parmi ses congénères. Eh bien, le cancer, il va se développer plus vite chez celle qui vit seule. Ça veut dire qu'il y a un impact de l'environnement sur nous-mêmes. Ça veut dire que les gens qui s'isolent et qui ont le sentiment d'isolement, même s'ils sont entourés, ils peuvent se sentir isolés. Ça se passe moins bien dans leur vie. Aujourd'hui, nous, médecins cancérologues, bon, malheureusement, on a encore des patients qui décèdent de leur maladie. C'est comme ça. Mais on les accompagne. On doit gérer l'incertitude et on doit donner de l'espoir.
Mais quand on voit des patients qui se sont battus tout seuls, qui partent dans l'au-delà, et alors le moment où ils sont partis, on voit arriver des familles pour les héritages. Et ça, c'est complexe, parce qu'il y a des pays avec lesquels on travaille. Moi, qui suis de parents marocains, on s'occidentalise, on a un rapport à la filiation, on a un rapport à l'ascendance, qui nous permet d'avoir un socle familial, une structure qui nous porte. Quand quelqu'un est malade, c'est tout l'environnement qui est malade. On a un soutien affectif, on a un cadre pour se battre, se reconstruire. On a de l'entraide, de la solidarité, de l'altruisme. Et c'est vrai qu'en ayant rendu le corps mécanique dans une société égocentrique, matérielle, on se retrouve à avoir des gens qui, lorsqu'ils sont malades, sont encore plus malades, malgré paradoxalement le fait qu'on ait plus de moyens pour les traiter. Et bien finalement, on les voit moins bien. Donc ils sont malades d'autre chose. Exactement, la maladie, elle vous révèle toute l'insuffisance, toutes les difficultés que vous pouviez avoir avant. Et c'est un traumatisme quand on vous dit que vous êtes malade, que ce soit le cancer ou d'autres maladies d'ailleurs. Vous ne pouvez pas régler ce premier traumatisme si vous n'avez pas réglé les traumatismes précédents qui vont ressurgir. Et donc c'est vrai que ce soit dans l'enfance ou à d'autres moments de vie, chaque fois que vous avez une fragilité, l'intensité de la peur que vous pouvez ressentir, c'est dû au fait que vous n'avez pas réglé les problèmes d'avant. D'accord. C'est vrai qu'on entend parfois que il y a des personnes qui ont un cancer qui débute et qui vont beaucoup moins bien que d'autres qui ont un cancer qui est plus avancé. Oui, parce que notre idée, en fait, c'est pas seulement le risque, c'est la perception du risque. Donc, des fois, avec un cancer de petite taille qu'on va très bien guérir, la personne est tellement ébranlée, elle se sentait immortelle, elle est tellement coupée de ses bases, qu'elle va tomber. Pour la relever, ça va être plus complexe. Alors qu'il y en a qui ont réussi à trouver des équilibres de vie, une manière de se penser, d'accepter sa propre fragilité, qui vont, pas forcément fatalement, mais qui vont faire un travail d'acceptation, qui vont s'écarter de la révolte. Ouais. Il y a des gens qui sont dans le déni tout de suite, puis ensuite dans la révolte, ouais, avant d'être dans l'acceptation et dans le combat. Si on a déjà admis dans sa vie l'incertitude, la finitude de l'être, physique, pas forcément de l'âme, alors quand le corps va être touché par une maladie, certains de façon fataliste, par croyance religieuse ou autre, vont être plus acceptants, moins sidérés, moins effrayés. Et rapidement, on va trouver des manières de se confronter au quotidien. Et d'autres vont tout arrêter, faire une dépression, et finalement, au lieu de s'occuper d'eux et de la maladie, ben finalement, ils vont continuer à se demander pourquoi. Ils vont tourner en boucle autour d'un pourquoi auquel on ne peut pas répondre. Parce que la maladie est injuste, on ne connaît pas sa cause, et tout le monde peut être touché. Et notre travail à nous, c'est bien sûr de traiter la maladie, mais c'est surtout de traiter la personne qui est malade. Une personne qui ne serait pas dans l'acceptation et qui serait dans la révolte. À l'Institut Raphaël, comment on reçoit cette personne? Alors d'abord, il faut se dire que les peurs, c'est des sentiments qui peuvent être bien ancrés. Il faut travailler sur les peurs, en donnant du temps, en mettant des mots, en changeant sa représentation mentale. Par exemple, une femme qui a peur de perdre ses cheveux après la chimiothérapie. Si elle est bien accompagnée, maquillée, si on valorise sa féminité. Alors après, il y a des artifices, les turbans, les perruques. Si on travaille sur sa peau, son maquillage, sa relation à l'autre, la confiance en soi, si elle arrive à mettre des mots, alors finalement, elle va passer ce cap. Elle va même pouvoir travailler pendant sa chimiothérapie si elle le souhaite, aller en vacances. Elle n'est pas obligée de s'enfermer pendant 6 mois le temps que les cheveux repoussent, en étant triste et malade. Donc la capacité à accepter dépend aussi de la manière avec laquelle vous allez être accompagné et de l'image que vous allez vous faire. Vous pensez qu'il y a une crise de la confiance aujourd'hui dans ce rapport à la médecin-patient? Eh bien, pour que vous puissiez vous confier et être donc en confiance, il faut qu'il y ait des éléments de la confiance. Si vous n'êtes pas considéré, comment allez-vous vous confier et donc faire confiance? Dans un rapport médical hiérarchique,
Il y a le sachant, celui qui sait. À l'ère des docteurs Google, c'est compliqué d'avoir accès à l'information. Les patients qui me disent, docteur, de quoi vous allez me faire? J'ai déjà passé à tout le temps, avec ma secrétaire. Donc cette espèce de médecine internaliste, du sachant qui dit, c'est fini. Et si on attend autre chose, alors on ne va pas non plus à la mode anglo-saxonne, être derrière son ordinateur, et dire, bon, vous avez 40% de chances de mourir dans les 2 ans, vous avez 22% de chances. Ça, on entend beaucoup, Le patient. ces diagnostics. Ce modèle à l'anglo-saxon, on livre tout au patient qui se débrouille, ça marche pas non plus. On a besoin d'être informatif, d'accompagner le patient dans la compréhension, créer une relation de confiance, d'établir un lien solide qui permettra dans les épreuves, avec un regard, avec une entendue, on arrive à motiver le patient pour accepter les souffrances, transitoires ou non transitoires. Donc il faut la créer, cette confiance, dans une relation d'équité. C'est pas parce que le patient est fragilisé par la maladie qu'il y a un rapport, c'est une relation asymétrique, il dépose plus que vous. Et il n'a pas à être affaibli. Il faut renforcer le patient pour obtenir le meilleur de lui-même. Et vous êtes satisfait, docteur? Ça fait près 2 ans et demi, pendant qu'est né l'Institut Raphaël. Vous quantifiez déjà des résultats. Oui, alors depuis 3 ans, on a offert à 3000 nouveaux patients 45 000 soins évalués. Et on a montré qu'on diminuait de plus de 60% le taux de dépression sans médicaments. Une dernière question, docteur Alain Terribano. On peut dire à cette antenne que bien que vous ayez un cancer, les choses avancent à grande vitesse, avec du moral, bien sûr, on a cessé de le dire, avec un bon accompagnement, on peut tout à fait raisonnablement espérer s'en sortir. Oui, oui, je le dis parce que tout le monde vit chez lui, autour de lui, la maladie, il faut garder l'espoir, on avait raison d'espérer. On travaille pour l'accompagner, on a des nouveaux médicaments, et surtout une nouvelle philosophie du soin, et on n'écarte pas les familles, on vit en collectivité ces maladies aujourd'hui. Celui qui est atteint d'une fragilité, il n'est pas pestiféré, il n'est pas relégué dans un coin. Il doit être le centre de nos attentions, avec une certaine solidarité, un altruisme. C'est comme ça que le système de santé doit se monter. Toutes les cultures familiales qui doivent porter un message humain, il faut que la santé aussi, elle soit réhumanisée. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci. Voilà, bien écoutez, je vous, quant à moi, souhaite passer une excellente journée, une excellente soirée là où vous êtes. Et vous dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Apprendre à vivre sur